Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau midi de l'IREMO. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire que dans une semaine, il y aura un autre midi, mais où, pour la première fois, je ne serai pas animateur, mais contributeur. Nous serons, Pascal Boniface et moi, non pas opposés, parce qu'on n'est pas opposés, mais en conversation, disons, sous la houlette savante de Jean-Paul Chagnolo sur les questions de l'antisémitisme, de l'antisionisme, etc. Donc ce sera dans une semaine, très exactement, je crois, de mémoire. C'est ça, hein, le 30, oui, 23 et 7. Voilà. Les connaissances mathématiques vont jusque-là. Donc, comme vous le savez sans doute, Emmanuel Macron, le président de la République, va effectuer la semaine prochaine une visite d'État en Tunisie, brève visite après laquelle il se rendra au Sénégal. Et ce sera une manière de commémorer le 7e anniversaire de la Révolution. La seule, quand même, il faut le dire, dans le monde arabe, qui ne se soit pas finie tragiquement. En tout cas, jusqu'ici. C'est quand même un point important à noter. Ça fait un peu de... D'accord. On va les changer. Celui-ci et celui-ci. Excusez-moi, je n'entendais pas les disturbances. Le fait que la révolution tunisienne n'est pas finie tragiquement comme les autres n'empêche pas qu'elle soit en difficulté, confrontée à des problèmes sérieux. Je pense en particulier au mouvement social qui a marqué le début de cette année. C'est vrai qu'il était cristallisé autour de l'adoption de la loi de finances pour cette année, et en particulier donc de l'augmentation de la TVA, de la création de nouvelles taxes. Donc, pour aller vite, une hausse du coût de la vie dans un contexte d'inflation plus importante que par le passé, et de chômage, notamment de chômage des jeunes. Mais au-delà, je pense qu'on pourra partir de là. La contestation, évidemment, ne tient pas que à la loi de finances 2018. Elle vise les politiques d'austérité mises en œuvre par les gouvernements successifs, et l'actuel en particulier. Le mouvement a donc, il me semble, une dimension politique à partir du moment où il met en cause le gouvernement. Au fond, il y a l'idée qu'on entend, enfin c'est ce que j'ai lu moi dans les bons journaux, disons, un sentiment de trahison des promesses de justice sociale, et aussi d'ailleurs de lutte contre la corruption. Bref, il y a quand même un doute qui s'instaure, qui s'instille sur le bilan même de la Révolution. Alors c'est de ça sans doute que nous allons parler avec Jérôme Heurtaud. Je lis ma feuille pour ne pas me tromper. Donc, il est maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Dauphine, chercheur en détachement à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis, et responsable d'un projet qui s'intitule Recomposition et reconversion des élites tunisiennes, sociologie d'un changement de régime. J'ajoute qu'il a, avant de se consacrer à la Tunisie, il a travaillé, et continue à travailler d'ailleurs, sur les transitions en Europe centrale et orientale, auquel il a consacré un livre, La démocratie par le droit, aux presses de Sciences Po, et puis toute une série de contributions dans des ouvrages collectifs, dans des revues. Il n'y a pas là matière à s'étonner, parce qu'au fond, il y a ce que je lui disais avant que nous ne commencions, une continuité dans le fait d'étudier, que ce soit en Europe centrale ou dans le Maghreb, des phénomènes de transition, de régimes de dictature à des régimes de démocratie. Je mets des guillemets parce qu'on peut évidemment discuter ce qu'est la démocratie en Pologne, en Hongrie ou en Tunisie aujourd'hui. Alors, la règle du jeu, Jérôme Heurtaud la connaît. Il a
petite demi-heure pour introduire le sujet, après quoi ce sera à vous de lui poser vos questions, de le contester, de protester ou d'approuver, comme vous le voulez, ce qu'il va nous dire maintenant. Et je lui passe la parole. Merci beaucoup Dominique et merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être à nouveau ici puisque je suis déjà venu à 2 reprises dans 2 contextes différents, mais jamais pour un mardi, pour un midi l'IREMO. Avant peut-être de parler, il faut toujours préciser d'où l'on parle. Donc effectivement, moi, je travaille, je fais des recherches en sciences politiques. Je suis une sorte de transfuge, puisque pendant très longtemps j'ai travaillé sur l'Europe centrale post-communiste, en particulier sur la Pologne. Le livre que vous avez cité traite de la Pologne. Et je me suis intéressé à la Tunisie à partir de 2009-2010, à l'occasion de missions d'enseignement dans le cadre de Tunis Dauphine, puisque Paris Dauphine avait créé un institut là-bas, qui existe toujours. Donc avant la Révolution. Avant la Révolution, oui. Et puis je donnais des cours de sciences politiques, avec toute la liberté d'ailleurs dont on pouvait m'octroyer dans le cadre de ces enseignements. Et puis donc le soulèvement a commencé et puis s'est emparé finalement des esprits à partir de décembre 2010 et par ricochet évidemment du mien, puisque ces séjours préalables en Tunisie m'avaient permis de constituer déjà des formes d'amitié avec des Tunisiens, des collègues notamment, et puis aussi avec des étudiants bien sûr. Et de fait, l'occasion m'était donnée à partir de 2011 de travailler en tant que chercheur sur une situation révolutionnaire en train de se faire, ce qui n'avait pas été mon cas en Pologne après en 89, puisqu'à l'époque j'étais un petit peu trop jeune pour pouvoir suivre justement une révolution entre guillemets qui était en train de se dérouler devant soi. Donc là c'était vraiment une occasion fantastique de le faire, et donc j'ai commencé mes séjours de recherche en Tunisie à partir de Casbah 2. Et puis petit à petit, voilà, j'y suis retourné à plusieurs reprises, jusqu'à obtenir un contrat auprès de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, où je suis resté 4 ans comme chercheur détaché. Et là, je viens de rentrer à Paris pour reprendre mes cours à Dauphine, et donc je ne suis plus détaché en Tunisie, comme tout à l'heure vous l'avez évoqué, mais je reste, comment dit-on, chercheur rattaché, voilà, chercheur rattaché à l'IRMC, qui est une très très belle maison et qui publie beaucoup de travaux d'ailleurs que je vous encourage à découvrir. C'est important de dire d'où l'on parle parce que je ne suis pas tunisien. J'ai une connaissance de la Tunisie qui est donc récente, mais que j'espère suffisante malgré tout pour dire ce que j'ai à dire aujourd'hui. Également parce que précisément cette analyse que je vous propose, elle est informée par un séjour de recherche, par des enquêtes de terrain, mais aussi par ces espèces d'oscillations permanentes que je fais avec la Pologne et l'expérience polonaise. Et c'est d'autant plus d'ailleurs intéressant, me semble-t-il, que la trajectoire suivie par la Pologne récemment, en termes de, c'est pas moi qui le dis, mais qui est souvent labellisé de retour de l'autoritarisme en Pologne, ou plutôt de réinvention d'un autoritarisme qui n'est pas un retour, puisqu'il ne s'agit absolument pas de revenir à une société communiste ou de reprendre, de réactualiser, disons, les pratiques politiques de l'ancien régime polonais. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas polonais, comme dans le cas tunisien, le terme autoritarisme, repli autoritaire est utilisé même pour désigner des choses très très différentes. Et il me semble que pour aborder justement la Tunisie d'aujourd'hui, comme la Tunisie du moment de la Révolution d'ailleurs, il est toujours important d'avoir en tête d'autres exemples qui permettent de relativiser, de mieux comprendre ce qu'on entend par éventuellement retour ou bien crispation autoritaire, etc., etc. Alors, donc la séance d'aujourd'hui est un dialogue, donc je vais parler et puis vous me couperez au bout de voilà, 25 minutes maintenant, ou 27 minutes. C'est un dialogue, mais je vais quand même dire un certain nombre de choses peut-être pour introduire. Alors, il m'avait été demandé de faire un bilan d'étape, justement à l'occasion du 7e anniversaire du 14 janvier, et qui plus est dans un contexte de protestation sociale que vous avez pu suivre, soit en Tunisie, soit à travers les médias. Moi, je suis très mal à l'aise avec les bilans provisoires, pour beaucoup de raisons que j'avais d'ailleurs explicitées la première fois où j'étais venu. D'abord parce que, justement, ils sont sollicités à l'occasion soit d'anniversaire,
qui est en fait une date assez molle, sans signification particulière, et soit à l'occasion d'événements particuliers qui du coup poussent à faire des bilans, mais dans un contexte un peu passionné où peut-être on n'a pas la distance, on n'a pas la froideur, on n'a pas le sang-froid peut-être pour faire de véritables bilans. La deuxième raison, c'est que une réalité aussi complexe qu'une situation politique, sociale et économique que connaît la Tunisie aujourd'hui ne peut pas se résumer à quelques éléments pris les uns après les autres. Et puis enfin, parce qu'il y a toujours, qu'on le veuille ou non, un arrière-fond normatif et évaluatif. Normatif, pourquoi ? Parce que lorsqu'on évalue la situation tunisienne, c'est toujours par rapport à quelque chose, et souvent par rapport à une norme qui est rarement explicitée. Alors par exemple, on va étudier ou on va analyser ou on va évaluer la situation tunisienne par rapport à une norme démocratique idéale, par rapport à une conception de la démocratie représentative qui serait que les représentants sont forcément légitimes et soutenus par les représentés. Et lorsqu'on constate que ce n'est pas le cas en Tunisie, plutôt que de constater que finalement c'est le cours normal des démocraties réelles et concrètes, on dit bah non, c'est pas la démocratie parce que précisément il n'y a pas cette légitimité des élus. Et il me semble que quand on fait ça, justement, on est dans une logique évaluative qui nous empêche de saisir véritablement ce que sont les rapports entre élus et représentés. Donc c'est un exemple, on pourrait en dire beaucoup d'autres. Et puis un arrière-fond qui conduit à hiérarchiser les expériences arabes les unes par rapport aux autres. Et ça aussi, je trouve ça toujours un petit peu gênant de discuter en permanence à longueur d'ouvrage et de débat autour de la fameuse exception tunisienne qui serait le laboratoire de la démocratie tunisienne et qui serait donc dotée d'un statut à part dans l'ensemble du monde arabe. Et là encore, il me semble que ce n'est pas nécessairement la meilleure manière d'aborder les choses, parce que ça peut conduire à ne pas voir justement ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui fonctionne mal, ou ce qui est peut-être des indices d'un reflux finalement de la démocratie. Alors cela étant, bien évidemment, il est toujours très intéressant de discuter, de dialoguer, quel que soit le moment. D'abord parce qu'il y a une demande d'analyse très très forte, justement à froid autant que possible, aussi objectif que possible, même si c'est tout à fait difficile. Et puis je crois aussi qu'on peut rester prudent lorsqu'on aborde des situations aussi complexes, et qu'on peut dégager quelques singularités de la Tunisie dans un dialogue avec d'autres cas, mais pas seulement dans le monde arabe, justement, avec par exemple la Pologne, par exemple avec la France, parce qu'il y a énormément d'analogies aussi très intéressantes à mettre en avant, par exemple dans le cadre de la lutte antiterroriste et de ses effets sur les libertés. Donc il n'y a pas de singularité tunisienne de ce point de vue-là. Alors je vais intervenir en deux temps, et là encore je vous demande de me freiner si je me lance dans une digression, mais je voudrais d'abord partager dans un premier temps quelques étonnements liés à l'observation de la situation présente dans le contexte des protestations qui se sont développées au début du mois de janvier. Pardon. Et puis aussi sur la gestion politique de ces protestations. Alors vous avez rappelé les mobilisations éclatées avec des mots d'ordre dont la loi de finances était évidemment disons une cible, par les menaces que cette loi de finances faisait peser sur la hausse des prix, puis sur la fiscalité bien sûr. Je ne vais peut-être pas revenir sur le contenu de cette loi de finances, mais disons qu'elle avait l'objectif de maintenir un déficit budgétaire à 5% du PIB, de limiter les dépenses en salaire des fonctionnaires. C'est vrai qu'il y a eu un accroissement du nombre de recrutés dans la fonction publique après la Révolution. Et puis donc ce sont des mesures drastiques qui ont été prises et qui ont de fait, objectivement et subjectivement, un effet qui est la baisse du pouvoir d'achat, donc objective et ressentie par les gens. Et ça, c'est quelque chose qui, en plus, n'est pas, il faut bien reconnaître, pas lié uniquement à la loi de finances, c'est quelque chose que l'on observe depuis des mois et des mois, voire des années. Et puis la chute du dinar n'y a pas été évidemment pour rien. Donc le mouvement a éclaté début janvier dans plusieurs villes du pays, et de manière
de manière assez simultanée, y compris à Tunis. Et c'est ce qui aussi a fait que beaucoup de gens ont dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas là une nouvelle révolution en cours, parce que la capitale est concernée. Il ne s'agit pas seulement de mouvements sporadiques dans des villes de l'intérieur du pays qui sont encore victimes de cette fracture sociale et territoriale que connaît le pays. Les manifestations prennent un tour violent, tandis que l'État apporte une réponse d'abord essentiellement sécuritaire et répressive. Il y aura un mort à Tebourba, beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations. Alors moi j'ai 3 remarques à faire. D'abord, il me semble que ces protestations, qu'il y a une indétermination du sens donné à ces protestations. Est-ce qu'il s'agissait d'une tentative de nouvelle révolution? Est-ce qu'il s'agissait d'un énième mouvement social? Est-ce que c'était une révolte de la jeunesse? Est-ce que c'était un mouvement politique dirigé par des partis politiques? On pensait notamment au Front populaire, etc. Est-ce que ces manifestations ont des chances, entre guillemets, d'aller vers, de se transformer en insurrection, en soulèvement? S'agit-il seulement d'une révolte? Est-on peut-être dans le prélude d'une nouvelle révolution? Il me semble que tous ces questionnements ont été formulés, mais avec l'ombre portée de la révolution de 2010-2011, qui à mon avis peut être aussi aveuglante. Et donc, du coup, 3 interprétations majeures se sont un petit peu durcies, se sont développées. D'abord, une interprétation très valorisante. Je pense notamment à un texte qu'a publié Sadri Chiari, qui avait fait un livre d'ailleurs sur la Tunisie sous Ben Ali, qui nous explique dans ce texte qu'il s'agit d'une révolte sociale ancrée dans le processus révolutionnaire, et de fait il évoque les aspirations sociales croissantes de la société tunisienne face à l'augmentation des prix, mais aussi en opposition à la politique économique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des différents gouvernements. Et derrière ça, il y a évidemment aussi quelque chose de l'ordre d'une déception majeure vis-à-vis de la manière dont la politique est gérée dans ce pays qu'est la Tunisie, avec une délégitimation très claire des élites. Il dit d'ailleurs que les élites ne font pas de politique mais de la cuisine. Et pour lui, cette révolte sociale s'enracine dans la mémoire active de la révolution. Et puis face à cela, à l'autre extrême en quelque sorte, il y a une interprétation très disqualifiante de ce mouvement qui en fait une entreprise de casse de la transition démocratique, une attaque contre l'État, un complot islamiste. Dans la presse tunisienne par exemple, c'était assez net, où on avait des papiers descriptifs et d'ambiance qui en fait étaient des prises de position contre le mouvement, où l'on expliquait que c'était un complot djihadiste au fond qui se cachait derrière les manifestants, notamment nocturnes. Donc une manière de réduire les significations du mouvement à quelques éléments qui finalement le disqualifient. Beaucoup parmi les acteurs politiques et syndicaux, parce qu'il ne faut jamais oublier l'UGTT, ont dénoncé justement les violences, les délinquants qui auraient fait partie de ces mouvements, les manifestations nocturnes. Mais entre ces 2 pôles, on a eu des interprétations plus nuancées, me semble-t-il, de certains partis politiques qui ont cherché précisément à comprendre le sens de ces revendications, tout en dénonçant les excès, la violence, etc. Et il me semble que le discours officiel du gouvernement a un petit peu évolué en jouant d'un côté sur un discours de fermeté et de répression, et tout en élaborant une espèce de récit un peu compassionnel, où on reconnaissait l'exaspération de la société, à laquelle le gouvernement a répondu en proposant un certain nombre de réformes, enfin qui sont, faut bien le dire, des petites réformes, des petites réponses à une question qui, me semble-t-il, on y reviendra tout à l'heure, mais était plus fondamentale que cela. Deuxième remarque, c'est l'énigme de l'arrêt, ou semble-t-il, en tout cas le frein mis à ces manifestations. Il faut toujours s'interroger sur les raisons pour lesquelles un événement émerge, mais il faut aussi toujours s'interroger, me semble-t-il, sur les raisons pour lesquelles il s'arrête, ou bien il ne se transforme pas en autre chose. Et là, il me semble que c'est une vraie énigme, et c'est une question à laquelle on doit réfléchir ensemble. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai juste des hypothèses. Alors, est-ce que la répression a pu jouer un rôle, par exemple, dans
bon, l'histoire récente montre que c'est pas la répression qui empêche justement une radicalisation d'un mouvement social en Tunisie. La révolution tunisienne de 2010-2011 n'aurait pas eu lieu si cette loi avait fonctionné. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est la réponse politique du gouvernement qui donc, je ne crois pas non plus, parce que d'un côté la réponse a été de réaffirmer, réactualiser un accord de Carthage qui a montré par cette réactualisation qu'il était vidé de son sens et qu'il n'était plus soutenu par beaucoup de monde, et donc disons que la réponse politique avait toutes les raisons de décevoir encore plus et d'exaspérer les gens. Est-ce que c'est... Deux mots, l'accord de Carthage. Oui, l'accord de Carthage, c'est l'accord qui a été signé par une série de partis politiques donc c'était en juillet 2015 maintenant, au moment au moment où donc, alors c'était à la fin du précédent gouvernement, et l'idée était donc de relancer une espèce de dynamique politique et gouvernementale à l'initiative de l'exécutif pour dans un contexte disons de contestation du gouvernement, d'affaissement de sa légitimité, etc. Et en fait, cet accord de Carthage a été depuis écorné à plusieurs reprises, certains partis le quittant, et là, en l'occurrence, dans le cadre de la crise de début janvier, cela s'est accentué avec des partis qui hésitent. Je pensais à Fertounès d'être dedans ou ailleurs, ou à l'extérieur. Le parti Mashroutounès un des anciens leaders d'Unité Tounès, qui lui-même est sorti. Et donc on est dans un contexte où finalement cet accord de Carthage, qui était censé mettre d'accord, afficher un consensus minimal de l'ensemble des forces politiques autour du projet du gouvernement, est encore plus affaibli qu'il y a 2 ans. Est-ce que c'est la réponse sociale du gouvernement qui expliquerait l'atténuation du mouvement? Je ne crois pas non plus, parce qu'encore une fois, les propositions qui ont été faites sont très minimales. Alors, est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est par exemple le caractère finalement assez politisé de ce mouvement à travers par exemple le fait que l'UGTD dans certains cas ait pu soutenir et participer à des manifestations, ou bien parce que le Front populaire a été aussi très présent? Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas non plus, en tout cas, peut-être combiné à d'autres facteurs, mais il ne me semble pas que ça a été en soi un facteur limitatif. Est-ce que c'est autre chose? Et c'est peut-être ça, moi, qui m'intéresse, ce que l'on qualifie pour les mouvements sociaux au Maroc, et ce qu'on disait aussi de Solidarność dans les années 80 en Pologne, l'autolimitation des acteurs. L'autolimitation des acteurs, ça décrit finalement des acteurs sociaux, des militants, des organisations qui protestent, qui utilisent tous les outils du répertoire d'action qu'ils peuvent utiliser pour protester, mais qui acceptent une forme de négociation, qui acceptent de réfléchir à une stratégie et qui tiennent compte des réponses de l'exécutif. Cédric Carrick, je recite une nouvelle fois, évoque dans son texte quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il évoque l'élan mélancolique, mais toujours fourbu de la Révolution. Et il ajoute plus loin, la colère et la puissance et l'impuissance, comme pour souligner une sorte d'immense fatigue qui se serait emparée des jeunes et des révolutionnaires et de ceux qui pourraient être amenés à radicaliser un tel mouvement. Donc est-ce que cela est un facteur? Et dans les franges de la société tunisienne qui sont militantes mais organisées dans des associations, etc., est-ce qu'il n'y a pas là aussi, in fine et indirectement, à travers cette dissipation de la radicalité, est-ce qu'il n'y a pas in fine une sorte d'acceptation, de consentement finalement à l'ordre politique tel qu'il est, malgré les réserves qu'ils peuvent formuler à l'égard de leurs représentants, des élites du gouvernement, etc., etc. Je pensais à ça en me souvenant de tout ce mouvement qui avait été
qui s'est développé dans le cadre du projet de loi de réconciliation économique à l'initiative du président tunisien, qui finalement a été adopté, certes sous une version bien moindre, et sans finalement son aspect le plus controversé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un projet de loi que Beji Raïd Essebsi avait proposé en 2015, dans l'idée de réconcilier les Tunisiens, mais pour développer l'économie. L'idée était finalement d'amnistier les chefs d'entreprise corrompus qui avaient été corrompus sous Ben Ali essentiellement, mais aussi les hauts fonctionnaires qui de fait avaient signé des autorisations qui étaient illégales, favorisant la corruption à l'époque. Et cette proposition avait été perçue par notamment l'IVD, donc les mécanismes de justice transitionnelle, comme empiétant sur ses prérogatives, et de fait, c'était le cas, avait été dénoncée d'ailleurs par des instances internationales, et puis avait été combattue par des Tunisiens qui s'étaient rassemblés, notamment autour d'un slogan, Manjim Sama, nous ne pardonnons pas, et qui avait organisé énormément de manifestations contre cette loi. La loi a été rabotée, elle ne concerne plus maintenant que les hauts fonctionnaires, donc pas du tout les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires. Et pour autant, ces acteurs hostiles à la première mouture de la loi l'étaient encore à la seconde. Mais lorsque la loi a été adoptée en septembre, depuis, malheureusement, pour eux, en tout cas, il n'y a pas eu, ou alors de manière très sporadique, comme si le mouvement en fait s'était éteint du fait même de la légalisation. Alors que dans un autre contexte, on pourrait imaginer qu'au contraire, le fait d'inscrire dans le marbre législatif cette loi aurait pu un peu plus inciter à radicaliser un mouvement. Donc ça pose question quand même. Qu'est-ce qui fait qu'une partie en fait de la Tunisie contestataire, si on peut l'appeler comme ça, finalement semble assez atone malgré ce que les médias présentent à travers ces manifestations récentes. J'ai peut-être tort, et peut-être que c'est le cas. Il est possible que ces mouvements d'ailleurs ne soient que provisoirement assagis en quelque sorte, et personne aujourd'hui ne peut vous dire qu'il n'y aura pas de nouveau soulèvement en Tunisie, et personne ne peut vous dire non plus qu'il y aura un deuxième soulèvement en Tunisie. Oui. Non, c'est juste pour vous relancer et vous amener vers la conclusion. Si je vous suis bien, au fond, vous nous dites que le consensus révolutionnaire, pour aller vite, demeure malgré la contestation. C'est-à-dire que la contestation s'arrête aux portes de ce qui serait une remise en cause du consensus révolutionnaire. Alors si je comprends bien, ce que vous appelez consensus révolutionnaire, c'est plus le consensus post-révolutionnaire. D'accord. On est dans une situation extrêmement illisible de ce point de vue-là. Est-ce que la Tunisie aujourd'hui est gouvernée par consensus, comme c'est rappelé à longueur de journée par les acteurs politiques les plus éminents dans la hiérarchie institutionnelle, et évidemment dans les éditorialistes d'une certaine presse, faut le dire, assez proche du pouvoir, et puis dans le discours des organisations internationales aussi, qui justifient ainsi leur action de soutien à disons, gouvernement. Moi, je crois pas que je pense pas que le terme de consensus soit adapté pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, je connais absolument aucune situation politique où la politique fonctionne au consensus. La démocratie, d'ailleurs, c'est une forme d'institutionnalisation du dissensus. Et donc là où on dit consensus, on ne fait que faire le récit d'un compromis. En fait, ce sont des compromis. La question de savoir si le compromis se rapproche un peu de ce qui pourrait être un consensus, c'est de savoir si ce compromis, il a été négocié entre des acteurs de manière, disons, honnête, équitable entre les différents acteurs, ce qui n'est pas forcément le cas en Tunisie. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis troisièmement, le consensus c'est un récit bien plus qu'une pratique. La pratique, c'est que de la négociation en fait au quotidien. Et puis surtout, le consensus est écorné en permanence par tous ceux qui défendent une autre vision des choses et qui veulent réinscrire du conflit, mais un conflit maîtrisé et contrôlé. Et en ce moment en Tunisie, l'une des difficultés, c'est que précisément le conflit ne peut s'exprimer dans un cadre institutionnel. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il déborde dans la rue. Pourquoi le Front populaire, par exemple, soutient des manifestations à l'extérieur même
de son espace d'expression favori, qui est le Parlement. Tout simplement parce qu'au sein du Parlement, il est quand même très très difficile à l'opposition, aux oppositions d'exister. Pourquoi? Parce que les deux principaux partis politiques de ce pays, qui pourtant ont fait campagne l'un contre l'autre, sont aujourd'hui ensemble dans une même formule de gouvernement et dans le cadre d'une même formule de majorité parlementaire. Et s'entendent sur un certain nombre de choses, mais ce qui nous revient, je pense notamment, et ça a été bien démontré dans le dernier rapport de l'International Crisis Group, c'est que ces accords-là sont des accords très difficiles à obtenir et qui reposent sur une collusion permanente, une discussion permanente entre les deux chefs de ces deux camps. D'un côté le président de la République, de l'autre le président, le leader de Narda, qui doivent en permanence négocier au sein de leur camp pour faire pour que leur point de vue s'impose et que continue cette espèce d'accord permanent renouvelé entre ces deux partis politiques. Mais le consensus en soi, ou plutôt le compromis en soi de gouvernement entre deux forces opposées n'est pas propre à la Tunisie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne avec le SPD qui vient de voter un accord qui fait que le SPD va à nouveau participer au gouvernement avec la CDU. Et bien, c'est ça qui est intéressant, de justesse. Donc c'est pas un consensus, c'est un compromis fondé sur des légitimités extrêmement fragiles des uns et des autres. Et c'est la même chose en Tunisie. Après, ça n'en fait pas non plus. Moi, je dirais que bon, il est vrai que c'est, entre guillemets, pas dommage, mais le fait que la Tunisie n'ait pas pu expérimenter véritablement une sorte de conflictualisation politique institutionnalisée depuis 2011 est certainement quelque chose qui rend plus difficile l'inscription de ce pays dans une trajectoire démocratique. Parce qu'encore une fois, la démocratie, c'est l'institutionnalisation du dissensus. Donc il faut que les conflits puissent s'exprimer de manière institutionnelle et politique et électorale. C'est pas le cas en Allemagne où on a eu des alternances politiques très très claires, fondamentales pendant des années. Et donc cette démocratie du consensus allemand, elle n'apparaît pas comme quelque chose de structurant pour l'histoire de l'Allemagne. Elle ne remet pas en question, enfin elle n'est pas perçue comme remettant en question les bases mêmes de la démocratie allemande. Même si c'est de nature à faire émerger les extrêmes en Allemagne aussi. Et en Tunisie, on peut se poser exactement la même question. Aujourd'hui, il n'y a pas en Tunisie on ne voit pas en tout cas émerger de forces politiques d'opposition susceptibles de damer le pion aux deux grands partis. Mais tout peut arriver, bien évidemment. Et c'est peut-être une préoccupation que devraient avoir les têtes aujourd'hui de ces deux partis, que de se demander si cette formule du compromis négocié au nom d'un consensus qui renvoie à l'histoire tunisienne, qui renvoie à tout un récit présent dans les mentalités, est-ce que cette formule-là est durable? Et ça, c'est pas du tout gagné. Est-ce qu'on ne peut pas renverser ce que vous dites? C'est-à-dire toute médaille a son revers. Ce qui fait qu'on est encore dans la lignée de la révolution tunisienne, est-ce que c'est pas que Ennahda, concrètement, ait accepté un cours tout à fait différent des autres frères musulmans dans d'autres pays, en particulier en Égypte, y compris de se retirer à un moment donné du pouvoir et de passer l'accord dont vous avez parlé. C'est-à-dire, on peut imaginer que si ça n'avait pas été le cas, et on l'a eu ici, le patron d'Ennahda, avant, et on a senti, enfin je ne sais pas qui était là ce jour-là, on a senti qu'il y avait une intelligence politique tout à fait particulière par rapport à d'autres groupes de frères musulmans. Je ne pense pas qu'il y aurait eu de Sisi tunisien, parce que l'armée ne joue pas le même rôle quand même en Tunisie qu'en Égypte. Mais disons que le rôle particulier, la politique particulière menée par Ennahda et par son chef, en l'occurrence, c'est quand même un élément clé de toute cette évolution, quoi. Oui, certainement, sauf que quitter le pouvoir, affirmer le caractère civil du parti, mettre fin à l'idée d'un islam politique classique, c'est une chose, ça ne rendait absolument pas obligatoire la participation de Ennahda au gouvernement.
sont deux choses très très différentes. Narda aurait très bien pu prendre la tête de l'opposition, par exemple, sans participer au gouvernement, tout en modérant, entre guillemets, à la fois son discours et sa pratique. Donc moi, il me semble qu'il n'y a absolument pas de nécessité absolument à aller jusque-là. Et de fait, ça rend la politique très illisible, parce qu'aujourd'hui, on a un président qui essaie de donner des gages à son électorat. On est quand même dans un contexte préélectoral, alors certes qui n'a cessé d'être reporté, puisque les élections municipales ont été reportées à plusieurs reprises. Donc en donnant des gages à son électorat sur des questions sociétales, notamment par rapport à l'égalité homme-femme. Et puis de l'autre, on a le leader de Narda, Ranouchi, qui lui aussi essaie de donner des gages à son électorat, mais aussi aux militants du parti, aux cadres du parti, dont tous ne sont pas derrière lui, hein, sur la politique de compromis qui est aujourd'hui menée. Et donc ça rend très illisible une politique tunisienne qui, vous allez me dire, c'est pareil partout peut-être, sauf que s'il y avait un mérite à donner au président Macron, par exemple, c'est qu'il semble aller plutôt dans le sens de ce qu'il disait dans sa campagne, qu'on le veuille ou non. Bon, là, il se trouve qu'en Tunisie, on voit tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a une politique du compromis quotidien. Derrière aussi l'accès à l'État. C'est pas seulement défendre des biens politiques indivisibles, hein, du type des slogans, des programmes de sociétaux ou des programmes économiques. C'est aussi avoir un accès aux dépouilles de l'État, aux ressources. Voilà. Et si vous lisez bien le rapport de l'ICJ et puis aussi d'autres sources plus informelles, vous comprenez aussi que la Tunisie connaît aujourd'hui une situation où les rapports de clientèle dans les institutions, notamment au niveau local, sont une donnée de la concurrence politique, pour le dire de manière assez euphémisée, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et que c'est le cas aussi au plus haut niveau de l'État, et que par conséquent, l'intérêt d'un parti à participer à une forme de gouvernement, c'est pas seulement défendre des positions politiques substantielles, c'est d'ailleurs pour Narda beaucoup de renoncements. Regardez par exemple le renoncement vis-à-vis de la justice transitionnelle qu'il a pu être amené à faire en soutenant la loi de justice, la loi de réconciliation administrative. Mais ces députés n'ont pas tous suivi, puisque 50% à peu près des députés n'étaient pas d'accord avec cette loi. Donc c'est aussi beaucoup de renoncements. Non, ce qui motive un parti politique, et c'est le cas de Narda, mais c'est le cas aussi de Nidé Tounès, hein, c'est aussi l'accès aux ressources, l'accès aux dépouilles, l'accès aux positions d'État, et l'accès, pourquoi pas, à travers ces positions d'État, à des marchés, selon des moyens qui ne sont pas tous légaux. Et c'est comme ça aussi que les choses fonctionnent. C'est pas propre à la Tunisie, sauf qu'en Tunisie, c'est relativement peu contrôlé. Voire peu contrôlable, et qu'on est dans un contexte où les instances administratives indépendantes ne sont pas toutes sur des rails, où la Cour constitutionnelle n'existe pas encore, et c'est une formule intermédiaire qui fonctionne, mais sans beaucoup de moyens aujourd'hui à travers cette instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc on est dans un contexte quand même où, je veux dire, si on cherche à évaluer justement la situation la politique tunisienne d'aujourd'hui, on se rend compte qu'elle ne correspond pas au modèle classique, disons, d'un fonctionnement démocratique, disons, normal, même si je répète depuis le début que je ne crois pas non plus qu'aucun modèle classique de démocratie fonctionne dans le concret, dans aucune situation politique. Je vous propose de conclure, et puis on va passer la parole à... De toute façon, j'ai absolument pas dit tout ce que je voulais dire, donc je reviendrai peut-être dans le débat. Ce que je voulais dire dans un deuxième point, c'était d'alimenter cette réflexion, ou plutôt ce débat, cette controverse autour du retour de l'ancien régime ou de la crispation autoritaire. Mais je vous propose peut-être d'avancer mes arguments dans le cadre du dialogue avec vous. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant, très éclairant. C'est à vous. Vous avez des questions. Vous attendez d'avoir un micro pour que la vidéo vous entende. Très bien.
Alors, je te remercie Jérôme pour cet exposé. J'aurais deux remarques. Je voudrais relativiser ce que tu disais sur le consensus. Je pense la date charnière serait plutôt 2014 que 2011. C'est-à-dire entre les élections de 2011 et les élections de 2014, il y avait deux blocs identifiés, qui se recomposaient tout le temps, mais il y avait une véritable conflictualité entre les partis au pouvoir, la coalition, la Troïka à l'époque, certains partis satellites qui étaient plus ou moins dans l'opposition, et une véritable opposition qui réunissait d'un côté Nida Tounes et de l'autre côté le Front Populaire, mais qui ont collaboré notamment pour obtenir la chute de la Troïka en 2013. Donc, mais après, effectivement, après 2004, ce qui s'est passé en 2013, c'est qu'il y a eu un deal secret, d'ailleurs passé à Paris, entre les chefs des deux grands partis, pour grosso modo permettre au président, au Béjir Essebsi, qui avait plus de 86 ans, 87 ans, de pouvoir se présenter, puisqu'il y avait une disposition constitutionnelle qui l'en empêchait. Donc on a fait sauter ça. En contrepartie, il permettait de ne pas trop regarder ce qui s'est passé sous la Troïka, et c'est ce qui a donné l'actuelle coalition au pouvoir. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a un événement qui est peut-être passé inaperçu en France, et qui a été pas mal caché par les derniers troubles, et c'est que la coalition a failli exploser, mais juste à la fin décembre 2017, grâce ou à cause d'une législative partielle qui a concerné la circonscription d'Allemagne, où Nida Tounes a présenté un candidat qui a été officiellement soutenu par Ennahda, et où les partis officiels ont tous été désavoués par l'élection d'un blogueur qu'on classerait, pour aller vite, à l'extrême droite, et avec un taux de participation de moins de 5%. Suite à cela, il y a eu des annonces officielles de Nida Tounes qu'ils allaient revoir leur accord avec Ennahda. Et puis il y a eu les événements, Fechnestanéo, ce qui a sauvé, pour combien de temps, je ne sais pas, ce qui a sauvé cette coalition. Vous avez des remarques sur ces ajouts, non? Non, mais je suis d'accord avec Athème, évidemment, sur l'épisode 2011-2014, bien évidemment. Tu dis, cet épisode a sauvé la coalition? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils étaient sur le point de divorcer. Il y a même eu de la part de Nida Tounes, Ennahda est tout à fait, est disposé à toutes les compromissions pour rester au pouvoir, pour éviter justement un scénario à l'égyptienne. Mais il y a eu des communiqués officiels, des prises de position pour dire oui, on n'a pas le même électorat. Ils sont découverts des divergences qu'ils ont essayé de cacher pendant 2 ans, et on se dirigeait vers ça. Et puis il y a eu les troubles avec l'entrée en vigueur de la loi de finances. Moi, j'aurais pas parié sur l'éclatement de la coalition, quand bien même il n'y aurait pas eu cet événement, parce qu'il y a aussi des manières de faire d'augmenter la pression en dramatisant la situation, mais il n'est pas du tout sûr que ça aurait été au bout. D'autres questions sûrement ici? Vous avez évoqué donc la comparaison avec la Pologne. Et donc, que diriez-vous à cet égard? Et si vous permettez donc de préciser ma question, j'ai l'impression qu'en Tunisie, il y a une capacité de compromission et de fragmentation très forte, les deux à la fois, bizarrement. Et est-ce que cela serait une des différences avec la Pologne? Et si oui, qu'est-ce qui expliquerait que la Tunisie a cette capacité de compromission et de fragmentation en même temps, même dans les partis, tous les partis? Oui. Bon, vous me donnez l'occasion de parler de mon sujet favori, mais je ne vais pas pouvoir le traiter dans sa totalité, parce que ce serait évidemment énorme. Comment comparer ces deux pays qui sont des situations politiques, géographiques, historiques, évidemment très très différentes. Et pour autant, il y a des analogies, alors moins des analogies factuelles, de façade, faciale si vous voulez, mais plutôt des analogies dans un certain nombre de logiques de transformation, et des analogies aussi bien sûr en termes
en termes de représentation en fait par les acteurs. Je vais être très très court et je vais plutôt m'attacher à ce que vous dites vous sur la question de la fragmentation et on pourrait dire la même chose de la Pologne, d'ailleurs d'autres pays. La Pologne est un pays qui s'est beaucoup polarisé dans les années 80 avec l'émergence de mouvement Solidarność, qui lui aurait peut-être une très lointaine analogie à faire avec l'UGTT, parce qu'il a réussi à incarner à un moment autre chose qu'un mouvement syndical, mais aussi un acteur national, patriote, qui incarne la nation autant que les travailleurs. Ce qui était le cas de l'UGTT, sauf que Solidarność n'a jamais, lui, été dans un rapport ambivalent avec le pouvoir, ce qui était le cas de l'UGTT, qui était très proche du pouvoir, qui est l'émanation du mouvement destourien, et qui seulement dans certains contextes, et c'est pas le cas de l'ensemble de la centrale, a pu soutenir et favoriser le mouvement. C'est le cas en 2010-2011 par exemple. On pourrait faire cette analogie-là entre ces deux syndicats, mais plus encore, donc la Pologne était un pays très polarisé, qui s'est beaucoup polarisé, mais le changement de régime en Pologne a été acté sur la base d'un compromis entre les modérés d'opposition, ce qu'on appelle les softliners, et les modérés du pouvoir, du pouvoir communiste, qui se faisait appeler les réformateurs. Jaruzelski étant un ancien dur, ce qu'on appelle le béton en Pologne, le béton, qui incarnait l'aile dure du parti, et puis progressivement, tout au long des années 80, il s'est, disons, un peu verdi, et il est devenu le leader, disons, du camp réformateur. Donc c'est cet accord de compromis dans le cadre d'une table ronde qui a permis un certain nombre de décisions qui n'étaient pas destinées à faire effondrer le régime communiste, mais dont l'issue de ces décisions inattendues a été l'effondrement. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est passionnant, mais ce n'est pas le lieu ici. Donc en Pologne, cette Pologne a du coup été considérée par beaucoup de laudateurs comme un modèle de démocratie pacifique, de changement pacifique, de passage pacifique à la démocratie. Un peu comme en Espagne. Il n'y a pas eu un seul mort en 89 en Pologne. Donc, vous voyez, on retrouve cette logique de pacification, d'accord entre élites, de compromis. Et puis, la Pologne d'aujourd'hui, c'est une Pologne qui s'est à nouveau extrêmement polarisée, entre un gouvernement très conservateur, qui est tenté d'adopter une politique autoritaire sur un certain nombre de choses, et une Pologne qui conteste cette mainmise du pouvoir par cette frange conservatrice polonaise, et donc à nouveau la polarisation. Et donc vous voyez, on a aussi cet oscillement entre polarisation et fractionnement. Vous avez évoqué les partis politiques, ça c'est une donnée je ne vais pas dire que c'est une loi, mais la multiplicité des partis politiques dans un contexte de changement de régime, surtout lorsque la loi électorale le permet, et que le cadre juridique permet de créer des partis politiques, c'est pas forcément évident. C'est une donnée qu'on retrouve un petit peu partout. Sachez qu'en Tunisie, mes observations à moi, quand je les compare à la Pologne, la Tunisie est beaucoup moins fragmentée du point de vue partisan que la Pologne. Qu'il y ait déjà en Tunisie aujourd'hui deux partis politiques, on ne sait pas ce qu'il en adviendra, mais qu'il y ait deux grosses machines politiques présentes et qui se structurent territorialement, dont on peut penser qu'elles tireront toutes les deux leur marron du feu des prochaines élections, et donc qu'elles maintiennent une espèce d'emprise sur la lutte électorale. C'est pas du tout évident, Et en plus, la loi électorale tunisienne n'impose pas un seuil d'accès au Parlement, comme ça peut être le cas en Pologne à partir de 1993. Et pourquoi on a introduit cette mesure? Pour justement casser cette fragmentation. En Pologne, en 1991, vous avez 35 partis et organisations sociales, parce qu'il n'y a pas que les partis qui pouvaient présenter des candidats qui étaient présents au Parlement. En Tunisie, je n'ai pas les chiffres ici, mais dès 2011, dès les premières élections, on a assisté à une forme de réduction de cette espèce d'effervescence démocratique au profit de quelques organisations seulement, et tous les indépendants ont été balayés, au point que peu d'entre eux se sont représentés en 2014. Donc cette structuration politique partisane en Tunisie, finalement, on la voit se construire assez rapidement. L'aggiornamento de Nardas, sur lequel on peut discuter. Est-ce qu'il est sincère, pas sincère? Est-ce que c'est pas de manière détournée quand même de maintenir un électorat captif
par d'autres moyens, c'est possible. Mais de fait, en Tunisie, on est en 2018 maintenant, 7 ans après la révolution, vous avez deux grands partis très différents, même s'ils sont aujourd'hui actuellement au pouvoir, avec deux formes d'électorat qui sont quand même pas complètement, ils se superposent qu'en partie, mais ils sont quand même pas complètement les mêmes, qui sont assez représentés sur le territoire, qui ont tous les deux gouverné, et qui tous les deux affichent des formes de modération, et ils se considèrent comme adversaires, mais pas comme ennemis. Donc là, de ce point de vue-là, ça renvoie aux définitions justement très classiques de ce qu'est une démocratie, de ce qu'est une démocratie même dite consolidée. Je n'utilise même pas ce qualificatif parce que je trouve il nous empêche de voir tout ce qui pourrait aller contre ça, mais tout de même on a des éléments, la Pologne permet ainsi de le voir justement par effet de miroir, on a des éléments quand même de consolidation assez rapide au fond du jeu politique, mais nuancé par tous les aspects qu'on a déjà évoqués, cette espèce de consensus arraché en permanence qui n'en est pas un, cette espèce de délégitimation des élites politiques, ces espèces aussi de continuité de pratiques ou de réactualisation de pratiques du régime autoritaire, que ce soit le non-respect des droits de l'homme, des droits humains, qui continue aujourd'hui, la très très difficile judiciarisation des crimes commis par des forces de police qui continuent à torturer, mais que la justice finalement laisse faire. Il y a aussi bien évidemment une forme des formes d'action de la police sans aller jusqu'à la torture, mais dans la manière dont on réprime les mouvements sociaux qui ne correspondent pas nécessairement aux normes internationales non plus, en tout cas les normes les plus acceptables. Vous avez ces collusions dont on ne sait pas grand-chose, parce qu'évidemment elles restent secrètes, mais l'affaire Geraya récemment les a mises un petit peu en lumière, ces collusions entre des chefs d'entreprise et des hommes politiques qui évidemment sont des rapports donnant-donnant, win-win comme on dit, parce qu'il faut bien financer les partis politiques. Vous avez toute une série de choses qui bien évidemment font quand même nuance, si vous voulez, ce que j'ai dit juste avant en évoquant cette comparaison avec la Pologne. D'autres questions? Moi, personnellement, je veux dire que je suis toujours très réticent à comparer des pays, surtout aussi différents que ceux-là. Ce qu'on peut comparer, comme vous le faites d'ailleurs, c'est des processus politiques. Mais les pays eux-mêmes, on est à un bout et à l'autre de la réalité. Donc c'est extrêmement piégeant, parce qu'en plus, il peut y avoir derrière des comparaisons, une vision orientaliste dont on sait ici à l'IREMO combien elle est prégnante. Dès qu'on... Non, mais que ce soit la Pologne ou un autre, mais je veux dire, il faut faire, à mon avis, très attention aux comparaisons de ce type. Ne serait-ce que, pour prendre un seul élément, le rôle de la religion dans les deux pays dont il s'agit. Il est complètement différent à partir du moment où le christianisme est organisé comme il l'est, historiquement, et l'islam, j'allais dire, désorganisé comme il l'est historiquement. Donc l'intervention qui est majeure dans l'histoire de la Pologne de l'Église, dont on a pu dire qu'elle était pendant plusieurs siècles l'existence même de la Pologne. La Pologne se réduisait à son église pendant des siècles quand même. On ne peut pas du tout comparer avec le rôle de l'islam, même s'il y a un islam politique et dont on sait combien il est actif avec toutes les remarques que vous avez faites, quoi. D'autres remarques, d'autres questions, Oui. Juste m'interroger, pourquoi donnez-vous aussi peu de place à l'aspect économique de la question? Parce qu'il me semble que toute une partie du débat, je vais tout à la conclusion, ça donne un côté un peu formaliste à la discussion sur la démocratie tunisienne. Ce que vous dites est parfaitement exact de ce que j'ai pu en voir. Mais l'arrière-plan, même les interrogations sur ce qu'on appelle le retour, la nostalgie du bénalisme, enfin peu importe, l'arrière-plan qui est derrière, c'est que au fond,
cette révolution n'a pas touché à la structure disons, de l'élite dirigeante tunisienne, qui est pour l'essentiel une élite dirigeante de rentiers. La rente étant, c'est-à-dire d'intermédiaires, de prélèvements entre les circuits de production et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que grâce il me semble, grâce au miraculeux soulèvement populaire de 2011, ceux qui commençaient au sein des classes à s'interroger un petit peu et à trouver que certains prenaient trop de place et tout, ça a permis une redistribution des cartes. Ça, c'était exact, avec peut-être l'arrivée de nouveaux entrants. Mais au fond, il n'y a eu absolument, ça m'a échappé en tout cas, absolument aucune réforme économique. Et que, du coup, tout ce que vous dites sur la démocratie, le jeu politique, c'est tout à fait exact, mais en même temps, c'est un peu un jeu d'ombre. Voilà, je m'arrête. Non, mais tout à fait, hein, je partage complètement votre point de vue. Et dans des termes un peu plus comparatistes ou entre guillemets savants, il y a des auteurs qui ont réfléchi à cette disjonction entre ce qu'on pourrait appeler une révolution politique et une révolution sociale. Révolution politique, c'est lorsqu'il y a un changement de régime, lorsque les élites de l'État disparaissent et remplacées par une autre, en gros, hein, et lorsqu'il y a des réformes institutionnelles. La révolution sociale, c'est quand ça touche justement à la structure de la société, et notamment, d'une manière générale, au rapport de classe. Non, mais si, je pense aussi... Non, je termine et vous allez me dire si j'ai compris votre remarque. Et du coup, je suis d'accord avec vous pour dire qu'en Tunisie, la question économique, mais aussi la question sociale, et leur articulation, a été pensée de manière très marginale, dans des milieux militants, dans des milieux académiques, mais n'a pas débouché de manière centrale au cœur de la vie politique, parce que entre 2011 et jusqu'à aujourd'hui, de fait, les acteurs politiques sont empêtrés dans des questions de règles du jeu. Comment on définit des règles du jeu politique et institutionnel. Et donc, je ne sais pas si ça alimente ce que vous dites, mais je partage votre point de vue. Il y a effectivement un arrière-fond socio-économique derrière les protestations récentes, derrière aussi la très faible légitimité des acteurs politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui dirigent les principaux partis. Moi, je partage absolument votre point de vue. Absolument. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a aucune réflexion d'ensemble sur quel doit être, comment repenser le développement. Est-ce que d'abord, on doit encore en Tunisie... 50 ans après son indépendance, 60 ans après son indépendance, réfléchir à cette vieille catégorie du développement, qui sent justement un peu l'orientalisme, parce que c'est souvent des instances internationales et occidentales, pour ne pas le dire autrement, qui financent ce développement et qui exportent leur catégorie de pensée. Il y a aussi une définition endogène du développement en Tunisie, fondée sur l'idée qu'il faut d'abord développer les zones les plus développables, et puis par ricochet, petit à petit, un petit peu comme quand la marée basse revient, petit à petit, ça va avoir des effets dans les régions de l'intérieur. Et cette logique de développement, semble-t-il, je ne suis pas économiste, mais semble-t-il, est défaillante, parce qu'elle n'a pas permis un développement homogène du pays, et donc d'inscrire l'égalité sociale au cœur de l'action publique. Et vice-versa. Et donc, de fait, aujourd'hui, la Tunisie a besoin, me semble-t-il, d'une réflexion d'ensemble et contradictoire sur qu'est-ce qu'on veut comme développement économique, quel doit être le rapport aussi aux instances internationales de financement comme le FMI. Est-ce que le tourisme tunisien, dans sa formule actuelle, est la solution ou pas? Est-ce que ce pays ne peut pas aussi produire et développer des industries? Est-ce qu'il doit être à ce point dépendant des importations sur toute une série de technologies et d'autres secteurs? Toutes ces questions-là ne sont pas portées. Et puis la décentralisation aussi. Ces débats, ils ont été exprimés à travers la protestation sociale. Là. Je pense à Hamza Medeb, par exemple, qui a fait une interview, ma collègue Hala Yousfi, qui a bossé sur la décentralisation. Ce sont des questions qui sont discutées dans tous ces ici, par exemple, ou ailleurs, dans les sociétés savantes, dans les académies, dans les partis politiques, dans certains partis politiques, mais qui ne débouchent pas de manière centrale
sur la scène publique parce que les autorités aujourd'hui sont dépendantes de choix qui ont été faits avant qu'elles arrivent au pouvoir. Mais Jérôme, est-ce qu'au fond, au-delà des spécificités tunisiennes, on n'a pas un gouvernement comme beaucoup d'autres, confronté à la pression du FMI, de la Banque mondiale, pour mettre en œuvre les politiques d'austérité que l'on sait, et qui en même temps est parfaitement conscient que ce type de politique va dresser contre lui une partie importante, voire majoritaire, de la base même de cette alliance de partis dont vous parliez. Est-ce que cette situation-là, ce grand écart-là, il n'est pas au fond commun au gouvernement tunisien et à bien d'autres? Oui, bien évidemment, mais on est plus ou moins dépendant, vous savez, dans des situations historiques qui sont toutes différentes. Voilà, il faut s'imaginer aussi, alors, finalement, toute chose égale par ailleurs, pardon encore de faire des excursus comparés, mais vous imaginez l'Europe, la France après la Seconde Guerre mondiale. Alors bien, la Tunisie n'est pas détruite, hein, rassurez-vous pour ceux qui ne sont pas allés depuis longtemps, mais c'est ça aussi, ce degré de dépendance est plus fort en Tunisie aujourd'hui. Ben non, mais on avait évoqué justement cette idée d'un plan Marshall pour la Tunisie. Le problème des plans Marshall, c'est toujours la même chose, c'est que ce sont des prêts, hein. Ce sont déjà rarement des dons, et que ces prêts doivent être remboursés, et que le remboursement est conditionné. Et qu'on a beau parler de plan Marshall, quelle est la marge de manœuvre de la Tunisie justement pour imposer ces règles à elle, ces logiques à elle de développement, sachant qu'aujourd'hui, ce qu'elle montre aussi à l'étranger, au monde, si je puis dire, c'est des très très hauts niveaux de corruption. Donc c'est quand même très très difficile d'aller négocier avec des instances internationales lorsque tout indique que la lutte anticorruption finalement a très très peu d'effet. Quand bien même le Premier ministre Chahed a fait toute une série d'actions. Alors là encore on n'a pas de bilan, on va attendre un petit peu pour en savoir un peu plus, mais visiblement de manière assez courageuse et contre l'avis du président. D'autres questions, d'autres remarques? Gérard? Oui, je vous remercie de vos analyses, là. Mais comme un des intervenants précédents, je trouve quand même que vous minimisez terriblement les problèmes économiques et sociaux qui sont quand même la racine de la gravité de la situation politique. Quand on a lu la presse ces derniers mois, on était absolument effrayé des conséquences sur le niveau de vie de la population. Il était question de gens qui n'arrivent plus à manger de la viande qu'une fois par mois ou pas. Bon. Il y a les problèmes économiques et sociaux sur lesquels vous dites qu'il faudrait engager davantage de réflexion. Ces problèmes-là, enfin, on les voit bien monter depuis des décennies, hein, en particulier à travers le modèle entre guillemets de développement du littoral tunisien par opposition au sous-développement aggravé de la Tunisie intérieure. Donc, est-ce que finalement ce consensus que vous avez décrit de manière très pertinente, certainement, entre les deux grands partis qui se partagent le pouvoir politique, ne s'explique pas fondamentalement par une acceptation de ce que Dominique vient d'évoquer, à savoir les pressions internationales, le FMI et tout ce monde-là, mais dans un climat alors qui est à mon avis tout à fait spécifique de la Tunisie, qui est un climat de peur-panique par rapport à tout ce qui se passe dans les deux pays voisins, à savoir l'Algérie et la Libye. Je pense que la plupart des Tunisiens sentent qu'un certain ordre social politique est absolument essentiel s'ils veulent simplement continuer à vivre, alors qu'il y a, comme nous le savons, des maquis en Tunisie intérieure, il y a un potentiel d'explosion sociale qui est sociopolitique extrêmement grave. Je ne réponds pas parce qu'en fait je partage en grande partie votre point de vue, et puis j'ai déjà répondu à la remarque précédente. Donc si ce n'est pour vous dire que oui, bien évidemment,
dimension économique et sociale est centrale. J'ai tout le caractère très piégeux de faire des bilans, justement, puisque moi je suis un politiste, je suis pas économiste, et que j'essaie d'en comprendre en tout cas les reflets dans la vie politique, mais peut-être pas de décrire la situation économique dans ses détails. Oui, on parle beaucoup des partis politiques, on parle beaucoup de mouvements, mais comment analysez-vous le rôle des associations qui se sont fortement développées depuis 2011 avec cette loi qui a permis une ouverture effectivement des associations. Moi je vois sur le terrain un peu partout et dans les endroits les plus difficiles ces associations qui prennent les problèmes économiques à bras-le-corps, qui essayent de trouver une solution de développement pas simplement pour eux personnellement, mais pour la population dans tout un environnement. Je vais citer le cas, par exemple, du gouvernement de Bizerte, où il y a une association de diplômés chômeurs qui s'est créée en 2011 et qui depuis s'est complètement développée, mais qui ne s'est pas développée en se plaignant sur son sort de diplômé chômeur, mais qui a essayé de voir comment dans le gouvernorat, quelles étaient les compétences des diplômés qui étaient au chômage, quels étaient les besoins des entreprises, quelle était la réalité des dossiers économiques dans le gouvernorat et comment on pouvait voir tout cela pour créer des emplois. C'est une association qui travaille aussi bien avec l'UGTT, donc avec la force syndicale, avec l'UTICA, qui est le MEDEF local, et avec la formation de la formation professionnelle de l'emploi, le ministère de la formation professionnelle de l'emploi, c'est-à-dire qui travaille avec des forces politiques, des forces sociales, et qui essaye de sortir le gouvernement de Bizerte de sa léthargie. Mais ça, je prends Bizerte, mais je pourrais parler aussi de ce qui se passe à Kasserine, ce qui se passe à Gafsa, de ce qui se passe à Sidi Bouzid. Je veux dire que là-dessus, il y a des forces sociales qui existent. Et l'une des grandes entraves qui concerne ces forces sociales, c'est le refus finalement, en le reportant mois après mois, des élections municipales et de la décentralisation. Parce que là, ce sont deux outils qui verront peut-être, je ne sais pas, je lis pas dans une boule de cristal, mais on verra peut-être les forces politiques auront une autre présence dans ces territoires parce qu'il y a des associations qui travaillent. Et si je regarde moi les premières élections en 2011 pour l'Assemblée constituante, comment Enarda a obtenu la majorité à ce moment-là? Fallait écouter son discours à Tunis, son discours à Sfax, son discours à Sidi Bouzid, son discours à Tataouine n'était pas du tout le même. C'était un discours finalement qui convenait à la population qui écoutait. C'est-à-dire que c'était du populisme. Et ils ont remporté les élections par le populisme. Et ils disaient le contraire entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Je veux dire que là-dessus, je pense beaucoup, moi, que la force vive de la nation tunisienne, ce sont les associations aujourd'hui. Jérôme, les associations? Oui, non, mais c'est un très beau témoignage ce que vous dites là. Effectivement, il y a un tissu associatif tunisien qui a explosé. Alors qu'il y a évidemment plusieurs façades, si je puis dire, puisqu'il y a des associations, comme vous la décrivez, des associations plutôt sociales, il y a des associations dans le domaine de la culture, mais qui rejouent aussi le clivage moderniste religieux, et puis il y a des associations proches des partis politiques, notamment de Narda, justement, mais qui n'ont pas cette apparence-là. J'allais dire que l'aggiornamento de Narda de 2015 ou 16 maintenant, 16, va pas contribuer à faciliter, à clarifier les choses non plus, notamment dans le cadre des élections municipales, parce que toute une série d'associations, notamment caritatives, d'éducation, etc., affichent une indépendance vis-à-vis des partis et en même temps sont liés à ce parti-là. Mais évidemment, bien sûr, la Tunisie est frappante par la vigueur de ces associations, et tous ceux qui habitent en Tunisie le constatent au quotidien, dans tous les domaines d'ailleurs, dans tous les domaines absolument. Et ils ont même réussi, en tout cas certaines d'entre elles, elles ont même réussi à différents moments à peser sur les choix politiques majeurs.
en allant au Parlement, en discutant, en faisant du bouton de veste, vous savez, en allant voir chaque député et en essayant d'amender, d'enlever une virgule dans un texte de loi, dans un article, sans autre légitimité que l'engagement militant dans une association. Et sur certains aspects, ça a fonctionné, et c'est vrai que c'est assez fascinant. Une question juste parce que Gérard y a fait allusion, puis on n'est pas revenu. C'est quand même une des dimensions de la situation en Tunisie. Le terrorisme a quand même tétanisé les Tunisiens pendant plusieurs années. On a l'impression d'abord qu'il n'y a plus d'attentats majeurs depuis maintenant un long moment. Oui, 3 ans. Le dernier attentat majeur, c'était avenue Mohamed V. Ce sont des forces sécuritaires qui ont été touchées. C'était donc en 2015. Voilà. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait une diminution de la présence massive du terrorisme et donc la peur du terrorisme, c'est pas aussi un facteur de stabilisation et de consolidation des processus politiques? D'autant que, du côté libyen, il n'y a pas grand-chose à attendre des autorités libyennes, mais du côté algérien, je pense qu'il y a des rapports maintenant qui sont des rapports assez solides. Oui, alors ça c'est une autre question évidemment majeure dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais la crainte de nouveaux attentats est toujours là, comme en France d'ailleurs. C'est une donnée avec laquelle les gouvernants sont obligés maintenant d'agir, et ça, il faudra quand même un certain temps pour que cette crainte disparaisse, se dissipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est vrai que des efforts ont été faits pour stabiliser les frontières, mais que d'une manière générale, ce que je constate, mais sans travailler là-dessus, mais à travers des discussions informelles toujours avec des gens qui sont dans ces milieux sécuritaires tunisiens, c'est quand même je dirais pas une méconnaissance, mais une difficulté à saisir l'ampleur du problème. Et l'ampleur du problème, c'est aussi de savoir quelle forme ça prendra. Par exemple, les Tunisiens qui sont aujourd'hui encore dans des théâtres de combat et ces théâtres de combat évidemment se réduisent à comme peau de chagrin, quelle voie vont-ils emprunter pour revenir en Tunisie s'ils y reviennent, et que feront-ils en Tunisie? Et il me semble que l'approche éradicatrice a repris quand même de la vigueur, me semble-t-il, comme finalement sous Ben Ali. Et il n'est pas du tout sûr que ce soit la seule approche à adopter, et surtout la plus adaptée à gérer, à juguler ce phénomène, notamment des revenants qui existent en Tunisie comme en France. Les Algériens ont de très très fortes relations de coopération avec l'Algérie. C'est quand même un pays très très stable. Les Tunisiens, ça dépend par rapport à quelles normes, mais quand même, du point de vue, dans l'ensemble de cette région, c'est quand même certainement le pays, un des pays en tout cas les plus stables. En dépit de tout ce qu'on pourrait évidemment discuter sur l'Algérie, mais je n'en ai aucune compétence. C'est tout de même un pays très stable et qui a des rapports justement de coopération très forts, oui, bien sûr sur le plan sécuritaire, mais aussi politique. L'une des rencontres entre Béji et Ranouchi a eu lieu à Alger aussi, pas seulement à Paris à l'époque. La Libye, le problème libyen, il se discute aussi à Alger et pas seulement à Doha pas à Doha, excusez-moi, à Abu Dhabi et dans les instances internationales. Donc il y a des relations privilégiées. Mais le maquis à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie est toujours vivace, et il y a eu encore une opération ces derniers jours. Donc le phénomène n'est absolument pas, entre guillemets, éradiqué. Mais le problème, me semble-t-il, c'est en Tunisie, il me semble que j'observe pas de discussion vivace sur l'analyse des causes du djihadisme et sur les meilleurs moyens d'y mettre fin. On est dans une approche quand même relativement sécuritaire et éradicatrice. Merci. D'autres questions? Attendez, il y a le micro est derrière. Je vous donne. Il y a un micro derrière. Oui, merci. C'est juste pour revenir un peu sur ce que vous disiez à propos de 2011. Vous savez, si la Tunisie a continué à exister après 2011, c'est que l'État
existait et l'administration était là, au-delà des personnes. C'est quand même l'une des spécificités tunisiennes. Tout n'est pas parti d'un coup, il y avait un État qui était l'objet d'un consensus. Justement, pour revenir à ce terme de consensus ou consensus mou, consensus, vous savez, il faut revenir à l'histoire de la Tunisie. Depuis le début de l'indépendance, l'idée maîtresse qui a permis à Bourguiba de faire ce qu'il a fait et d'être ce qu'il a été, c'était l'idée d'union nationale, qui certes a été galvaudée à travers l'histoire. Certes, elle a servi, disons, quelques mauvaises causes en passant. Mais sur le fond, c'est ça qui a créé l'idée de la Tunisie, l'idée de la tunisianité, la pérennité d'un État tunisien. C'est cette idée, donc, qui était au départ l'unité nationale, qui est devenue la solidarité, même pour l'expérience, pour les anciens qui se souviennent de l'expérience des coopératives de Ben Salah, Bourguiba disait « coopérative pour tout », une façon de socialiser tous les biens de production, sauf pour les femmes, disait-il. Coopérative pour tout, il ne faut pas tout partager, sauf les femmes. Bon, donc cette idée de solidarité, elle est ancrée dans l'imaginaire politique ou dans la sensibilité politique tunisienne, tout au moins pour certaines générations. Et elle revient tout de même, on oublie que l'idée du consensus, l'idée de cette rencontre à Paris entre les deux chires, c'est la Tunisie était au bord du précipice à ce moment-là, d'une manière dramatique. Je ne sais pas si les gens n'ont peut-être pas une idée j'étais à l'intérieur du système et je savais ce qu'il en était. On était véritablement au bord, pire peut-être même que la guerre civile. Je ne sais pas ce qu'il y a pire là, mais c'était une situation infiniment difficile. Et ça a permis d'en sortir. Bon, est-ce que ça exclut les calculs politiques? Est-ce que ça exclut un certain nombre de rejets éthiques ou autres qu'on peut avoir? Certainement pas. Juste encore, on pourrait dire beaucoup de choses. Bon, juste un mot pour vous dire que j'ai eu le privilège de rencontrer Lech Walesa en 2011 quand il est venu à Tunis. Vous savez, le premier conseil que nous avait donné au président de ce moment-là, et j'étais là, il a dit: attention, ne rejetez pas tout le système ancien. Il faut savoir l'utiliser. L'idée de la réconciliation administrative vient aussi de là. Parce que si quelqu'un n'a pas fait ce qu'il... a failli parce qu'il a été... On lui a donné des ordres précis pour le faire, la question est historique. Elle est large. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais il faut conserver dans l'État ce qui fonctionne. Merci, monsieur. Monsieur Devant. Oui. L'entente et le compromis entre ces deux partis-là qui étaient à l'origine aux antipodes l'un de l'autre, c'était une volonté, une décision. Est-ce une bonne chose pour le débat et la démocratie pour le pays? Merci monsieur. Je vais réagir aux deux, répondre à votre question et réagir à monsieur tout à l'heure. D'abord peut-être, on a déjà un petit peu parlé de ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une bonne chose, en tout cas ça a certainement des effets de structuration, c'est-à-dire de stabilisation, à savoir que lorsqu'on travaille ensemble, du coup on ne s'oppose plus et du coup ça dépolarise le débat, ça le déconflictualise. Donc de ce point de vue-là, ça a certainement permis de pacifier un petit peu les mœurs politiques. De l'autre côté, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que ça correspond pas à l'idée qu'on pourrait se faire d'une démocratie, encore une fois, fondée sur une conflictualité, justement, mais ordonnée, encadrée, et qui est rebattue par les urnes. Vous savez, cette vieille formule, l'urne ou le fusil. Si on a inventé le suffrage universel, c'était pour éviter que les gens s'expriment politiquement en prenant des armes. Donc l'urne sert à ça, et donc une démocratie c'est ça, c'est organiser des élections
imaginer d'autres modes de participation démocratique, bien évidemment, que les seules élections, mais c'est ça, et c'est éviter justement de mobiliser d'autres formes d'action qui seraient moins légitimes et puis qui pourraient aller jusqu'à supprimer l'adversaire. Donc vous voyez, il y a ces deux aspects dans l'appréciation qu'on peut se faire de ce compromis. Et sur les cadres de l'État, monsieur, alors il se trouve que mon travail de recherche porte sur les cadres de l'ancien régime, justement, en Tunisie, après la Révolution. J'ai eu l'occasion de m'entretenir, par exemple, avec M. Mbaza, que vous avez cité tout à l'heure. Et j'aurais deux choses à dire. Alors, d'abord sur Lech Walesa. Walesa, il a dit tout et son contraire hein, depuis qu'il fait de la politique. Il avait même notamment été de ceux qui disaient un syndicat en 90, avant d'être élu président, il a dit la Tunisie, la Pologne ne doit pas avoir un syndicat trop puissant. Parce qu'on a besoin, alors que lui était quand même le leader de Solidarność, son idée c'était justement d'éviter qu'un contre-pouvoir trop puissant l'empêche de faire les réformes qu'il devait faire en tant que chef de l'État. Ne tirez pas sur les ambulances, Jérôme. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, mais... Il a mal évolué, quoi. Là, il prend des positions relativement courageuses vis-à-vis du pouvoir en place et il a de nouveau conquis le cœur de beaucoup de Polonais après s'être pris une veste monumentale en 2000. Lorsqu'il s'est représenté à l'élection, il a obtenu 1,7% des voix, je crois. Bref, et donc sur les cadres de l'État, tout à fait intéressant de... En fait, on ne peut pas comprendre la politique tunisienne sans comprendre l'État et ses cadres. Ça, je vous donne totalement raison sur ça. Et d'ailleurs, dans les protestations sociales qui se sont exprimées, et c'est pas le cas seulement des dernières, et c'est le cas aussi certainement dans le cadre de la révolution de Tunisie, il y a un rejet des cadres, il y a un rejet des leaders, il y a un rejet de la corruption, il y a un rejet des Trabelsi, il y a un rejet des Ben Ali, il y a un rejet des exactions des droits de l'homme. Mais il n'y a pas un rejet de l'État en tant que pourvoyeur de biens. Il y a donc une demande d'État qui s'exprime aussi à travers des manifestations, des protestations, même les plus violentes. Donc quand on dit que l'État, l'administration a fonctionné pendant la Révolution et pendant cette période qui a suivi le 14 janvier, qui était extrêmement instable, oui c'est vrai. Ça je vous en donne complètement acte. Après, il y a deux choses quand même à dire. La première, c'est que une réhabilitation des cadres de l'État, qui soient des cadres supérieurs ou inférieurs, est légitime dès lors que le processus de justice, le processus de recherche et d'établissement quand même des faits d'exaction, de corruption soit véritablement établi. Et ce qui n'a pas été apprécié en Tunisie par beaucoup de Tunisiens, c'est que la proposition de loi du président Béji, Raïd Essebsi, ait été présentée comme un pavé dans la mare de l'instance Vérité-Dignité qui, elle, était seule légitime à aborder cette question de réconciliation et en tout cas de mener à bien ce processus-là. C'est pour ça qu'elle a été mal perçue. C'est peut-être pas le fait en soi de dire et de reconnaître publiquement le rôle des hauts fonctionnaires dans le fonctionnement de la Tunisie et de sa modernisation, qui est vrai, qui est réel et qui a été étudié et qui a été maintes fois rappelé. La deuxième remarque, c'est sur la naturalisation en fait d'un rapport spécifique des Tunisiens à l'esprit réformateur et conciliateur. Ça, j'ai plus de mal quand même à toute forme d'approche culturaliste. Parce que vous parlez de la tunisianité, il y a aussi la polonité, il y a la marocanité, il y a l'algérianité plus violente, la francité, les droits de l'homme, la liberté. Tout ça me semble pas en fait faire œuvre d'explication. Par contre, ce qui m'intéresse moi en tant que sociologue de la vie politique, c'est de comprendre pourquoi certains acteurs mobilisent ces catégories et à quelle fin. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Il y a certainement des vieux fonds culturels chez les peuples, mais bon, Montesquieu, c'est quand même dépassé lorsqu'il expliquait qu'il y avait des origines climatiques et culturelles à l'autoritarisme et des origines tout à fait autres à la démocratie. Donc vous voyez, il y a une espèce de chaînon intermédiaire qui ne s'éclaire pas lorsqu'on renvoie une situation politique
à un trait culturel d'un peuple donné. Enfin moi en tout cas ça me convainc assez peu. Par contre ce qui m'intéresse beaucoup, parce que évidemment moi je ne suis pas tunisien et chaque Tunisien est pour moi un sujet de recherche, un objet de recherche, c'est qu'on puisse tenir ce discours et quel sens il a pour la personne qui le tient et pour ceux qui l'écoutent. Et ça effectivement, je vous remercie de l'avoir dit parce que moi ça m'apprend beaucoup. Droit de réponse. On va terminer, monsieur. Un dernier mot et on termine. Non, pour finir, et pour être plus clair, je voudrais dire quand même, et j'accepte la contradiction évidemment, c'est le seul pays où vous avez une société civile aussi active. Je vous promets que depuis 2011, c'est la société civile, et d'abord les femmes, qui la dirige plus ou moins, qui la conditionne. Vous voulez la seule société civile dans le Maghreb ou au monde? Non, pas au monde. Bah, écoutez, je n'ai pas la prétention de parler du monde, mais je dis en tout cas, disons, soyons modestes, au moins dans les pays comparables, c'est le seul pays où la société civile, c'est la tunisianité dont vous parlez, monsieur. C'est la conscience collective, la conscience sociale collective. Et je vous promets qu'elle continue à être encore puissante. Souvenez-vous du Bardo, souvenez-vous de la Casbah et tout ça. Ça a été déterminant dans l'histoire de la Tunisie dans ces dernières années. Merci. Si je peux juste conclure par un petit mot de réaction. Ce terme existe et il est porté par beaucoup de gens, j'en conviens totalement, mais cette espèce de représentation d'un pays sous une forme, encore une fois, homogène et unifiée, me semble pas tenir la route lorsqu'on regarde le passé, justement, de la Tunisie dans tous ses aspects. On disait la Tunisie, c'est le pays, il y a un titre un ouvrage de Jocelyne Darclia qui le dit bien, mais qui ironise, le pays sans bruit, le pays du jasmin, et puis l'Algérie violente. Les Algériens seraient intrinsèquement violents. Ouais, du matin calme. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un pays dans lequel la violence, elle s'exprime, elle ne se cache pas. Il y a d'autres pays où la violence, elle s'est longtemps cachée. Et par exemple, le régime de Bourguiba, le régime de Ben Ali, quels qu'en soient ses aspects positifs en termes de modernisation, d'accès des femmes à toute une série de positions, etc., c'était des régimes violents d'un point de vue violents qui du coup, par l'arbitraire de la force, par des emprisonnements indus, par l'emploi systématique de la torture et non pas de manière isolée, par tous ces aspects-là, était un régime violent et considéré comme violent par beaucoup de ses citoyens. Et donc, je suis désolé, moi je veux bien parler de tunisianité, encore faut-il que tous les Tunisiens s'en réclament et s'y réfèrent. Et bien ça ne peut pas être le cas parce que beaucoup de Tunisiens ont souffert de ce discours univoque sur la tunisianité. La corruption est une violence. Oui, bon, évidemment. Merci à Jérôme Heurtaud, merci à vous tous et vous toutes. Et rendez-vous dans une semaine si vous le voulez bien.